Merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Effectivement, on va parler de collaboration humain-machine, de collaboration entre chatbot et agent au cœur d'une relation client omnidigitale. Alors, avant vraiment de se lancer dans le sujet, histoire de mettre tout le monde d'accord, peut-être de briser la glace, j'avais une anecdote que j'avais envie de partager avec vous, qui donnera un petit peu l'idée de ce dont on va parler aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai déménagé. J'étais en Lorraine à l'époque et j'ai déménagé. Donc un déménagement, ça signifie qu'il va falloir prévenir ses différents fournisseurs en électricité, en eau, en gaz, en téléphonie, et leur dire qu'on va changer d'adresse. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais dû faire tout ça par téléphone et que ça avait été la croix et la bannière pour pouvoir changer d'adresse. J'étais forcé de suivre les horaires de bureau, j'avais patienté je ne sais pas combien de temps au téléphone, j'avais dû passer par les 1, 2, 3, 4. Ça avait été particulièrement douloureux et compliqué. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai de nouveau eu une expérience similaire, j'ai de nouveau dû déménager, et je m'étais dit, fort de cette expérience un petit peu douloureuse, ça va être particulièrement compliqué, mais il faut le faire, on déménage, on est obligé d'y passer. Et donc, je me suis rendu sur le site internet du fournisseur d'énergie que j'avais choisi. Et je me suis mis à la recherche des instructions pour pouvoir changer d'adresse. Et j'ai été assez rapidement redirigé vers un live chat. Vous savez, les petites fenêtres dans lesquelles on peut avoir une discussion directe avec un agent. Et en fait, en quelques minutes, j'ai pu régler tous mes problèmes. J'ai pu faire mon changement d'adresse. J'avais donné toutes les informations et on m'a informé que sous 2 jours, l'activation de ma ligne serait prête. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'étais en train de discuter avec un chatbot. Ça m'a peut-être pris une trentaine de secondes à me rendre compte que c'était un chatbot qui gérait mon problème. Et une fois le changement d'adresse réglé, j'avais encore quelques questions au niveau de la facturation, au niveau de l'activation de la ligne. Donc j'ai continué à parler avec le chatbot. Et sans surprise, il est rapidement arrivé à ses limites. Et ce qui s'est passé, c'est que, à ma grande surprise, au lieu d'avoir un chatbot qui me disait « Veuillez appeler ce numéro » ou « Envoyez-nous un email » ou « Veuillez revenir plus tard », le chatbot a passé la conversation à un agent humain. J'ai pu poser toutes mes questions et obtenir les réponses que j'avais. Autant dire qu'en termes de relation client, d'expérience client, on était à un niveau très supérieur de ce que j'avais eu quelques années auparavant. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, les attentes de nos clients ont énormément changé. Il y a des entreprises, vous en avez certainement entendu parler, on parle de Uber, je vais vous parler de Airbnb, je vais vous parler de Blablacar, d'Amazon, etc. Ces entreprises ont sérieusement élevé le niveau et ils ont placé la barre très très haut en termes de relations clients. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un consommateur qui envoie un message via son app à Uber et qui reçoit une réponse en quelques minutes avec une notification sur son mobile ne comprend pas comment c'est possible qu'on le force à utiliser l'email pour contacter sa banque et qu'il attende 10 jours avant de recevoir une réponse. Les attentes de nos clients ont énormément évolué et ces différentes entreprises que je viens de mentionner ont vraiment eu un impact en termes d'attente client. C'est-à-dire que nos clients aujourd'hui, ils attendent à être beaucoup plus écoutés, ils s'attendent à recevoir des réponses beaucoup plus rapides et surtout, ils s'attendent à avoir beaucoup plus de mobile dans la relation client, beaucoup plus de mobile, beaucoup plus de digital dans la relation client qu'ils ont avec les différentes entreprises. Si on allait un peu plus loin, il y a un graphe que j'aime bien partager qui date déjà de 2016, mais ça s'est seulement accentué depuis, qui vient de Ofcom. Et ce graphe nous montre un petit peu les préférences des différents canaux pour les consommateurs en règle générale. Donc si on regarde le graphe, on voit, et il n'y a rien de très étonnant, que plus on monte dans les générations, plus on va être intéressé par le téléphone et l'email, c'est ceux avec quoi on a grandi. Et plus on descend dans les nouvelles générations, plus les canaux privilégiés vont être des canaux de type médias sociaux, réseaux sociaux, ou de type messaging. Il y a une évidence, tous nos enfants aujourd'hui se lèvent le matin, ils ont tous un mobile phone, alors qu'il y a encore 30 ans, ça ne nous serait pas venu à l'esprit d'avoir un téléphone mobile, ça n'existait pas forcément à ce moment-là. D'ailleurs, si ces canaux sont préférés par les nouvelles générations, il y a une raison évidente. Ces nouveaux canaux, quand on parle de messaging, ont un aspect asynchrone. Asynchrone, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces nouveaux canaux ne monopolisent pas l'esprit de la personne qui s'en sert. Je vais pouvoir avoir plusieurs conversations en même temps, alors que quand je suis au téléphone, je vais devoir me concentrer sur une unique conversation.
On s'en rend rapidement compte de ce graphe si vous vous baladez devant un lycée ou devant un collège, vous vous rendrez vite compte qu'il y a toujours l'aspect social. Les jeunes travaillent toujours en groupe, ils passent du temps ensemble, mais ils sont tous sur leur téléphone. Ils ne sont pas sur leur téléphone en train de parler au téléphone, ils sont sur leur téléphone, ils ont beau être l'un à côté de l'autre, ils vont s'envoyer un WhatsApp, un Messenger, ils vont parler via Facebook, via Twitter, via Snapchat. Un exemple peut-être plus concret, c'est si vous regardez vos propres collègues. Je ne sais pas si vous avez des millennials dans votre bureau, dans vos bureaux respectifs, mais en regardant un petit peu ces nouvelles générations, on se rend compte qu'ils préféreront largement envoyer un email, un SMS, un WhatsApp, un Messenger, plutôt que de devoir décrocher le téléphone pour régler un problème. Les nouvelles générations ont des canaux assez différents auxquels ils tiennent. La problématique qu'il y a derrière ça, c'est que les entreprises doivent maintenant s'adapter à ces nouveaux canaux. Si les jeunes préfèrent utiliser des canaux de messaging ou des canaux de réseaux sociaux, c'est là-dessus qu'on va pouvoir communiquer avec eux. Et les forcer à passer sur des canaux plus traditionnels, type email et téléphonie, va seulement les encourager à aller voir la concurrence. Nous, chez Dimelo, on a une conviction. Notre conviction, c'est qu'il faut arrêter de parler d'omnicanal et parler d'omnidigital. Alors, pourquoi omnicanal, pourquoi omnidigital? Omnicanal, ça signifie avoir un certain nombre de canaux. Omnidigital, ça signifie avoir un certain nombre de canaux, mais se dire que les canaux ne comptent plus. Un client, aujourd'hui, espère avoir exactement la même expérience client, quel que soit le canal qu'il choisit. C'est-à-dire que le consommateur, aujourd'hui, ne veut plus se dire « j'ai une question complexe, je vais envoyer un email. J'ai une question rapide, je vais envoyer un tweet. J'ai une question pour laquelle j'ai besoin d'une réponse très rapide, je vais appeler au téléphone. » Le consommateur, aujourd'hui, souhaite pouvoir obtenir la même expérience client, quel que soit le canal qu'il choisit. S'il est sur son laptop, il va peut-être utiliser l'email. S'il est sur son mobile, il va peut-être utiliser Messenger. Il veut que ce soit pratique pour lui. Il ne veut plus avoir besoin de suivre les règles dictées par l'entreprise de l'autre côté du canal. Et juste pour finir sur ce chapitre, une petite anecdote. Je ne sais pas, vous avez tous ici dû entendre parler, on en a parlé en long, en large et en travers, de Cambridge Analytica. Toutes ces histoires avec Facebook. Les médias en ont beaucoup parlé, mais ils ont parlé uniquement d'une toute petite partie du problème. Ils ont parlé des données privées, de l'utilisation des données privées. Ce qu'on a oublié de mentionner, c'est la partie cachée de l'iceberg. C'est que ces changements, ce problème qu'il y a eu au niveau Facebook, ça n'a pas seulement eu un impact sur le consommateur, ça a eu un impact aussi sur les entreprises. Peut-être que certains d'entre vous s'en sont rendus compte. Immédiatement après cette histoire Cambridge Analytica, Facebook a changé ses règles. Il a changé ses termes et conditions et ils ont également changé l'accès aux API. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour de nombreuses entreprises, elles ont pu perdre l'accès à leurs canaux. Mais il faut garder à l'esprit que Facebook, ce n'est pas seulement Facebook. Facebook, c'est la plateforme Facebook, mais c'est également Messenger, c'est également Instagram, c'est également WhatsApp. Une entreprise qui possède autant de canaux, le jour où elle décide de changer les règles, vous risquez de perdre accès à de nombreuses choses. Si une entreprise ferme ou si elle change les règles d'accès, c'est toute votre relation client qui peut s'en retrouver dans une situation difficile. C'est pour ça que nous, quand on parle d'omnidigital, on dit qu'il faut vraiment avoir un ensemble de canaux différents, de manière à ne pas dépendre d'une seule entreprise et prendre des risques là-dessus. Donc la stratégie qu'on recommande en général, c'est de découvrir les bons canaux que vos clients utilisent, ceux sur lesquels ils sont à l'aise, et d'avoir d'autres canaux, d'autres entreprises, d'avoir aussi des canaux propriétaires, c'est-à-dire des canaux sur lesquels vous possédez la donnée et vous contrôlez le canal. Ainsi, quand une entreprise décide de changer les règles, vous n'en êtes pas dépendant et vous ne perdez pas la connexion essentielle avec vos clients. Avant de continuer, moi j'aimerais bien parler d'un autre sujet, parce que quand on a bien choisi ces canaux et qu'on sait exactement ce qu'on va faire, il y a quand même une autre problématique, et à mon avis chacun la verra dans sa propre entreprise. La problématique suivante, c'est les silos. C'est-à-dire, quand bien même on a un ensemble de canaux, quand bien même on est très orienté omnidigital, on a tendance, dans les entreprises, à organiser ces équipes en silos. On va avoir une équipe pour la voix, on va avoir une équipe pour les réseaux sociaux, une équipe pour l'email, peut-être une équipe pour le messaging, le live chat, le in-app, etc. Le problème avec cette stratégie, c'est qu'il y a, très peu de communication entre les différentes équipes. Du coup, 2, on n'a pas du tout la même relation client en fonction de si on contacte votre entreprise via email, via téléphone, via messaging, etc. Et 3, c'est particulièrement compliqué de lisser la charge de travail si différentes équipes utilisent différents canaux. Et je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. Et enfin, le dernier problème que je voulais toucher, c'est qu'on a tous conscience de la difficulté et du temps que ça prend
à déployer un projet IT. Si on prend le simple exemple d'un projet CRM, ça va prendre entre 1 an et 3 ans, quel que soit le CRM, à vraiment le déployer, à vraiment le customiser, à vraiment l'installer, être en mesure de l'utiliser au sein de son entreprise. Donc ça peut faire peur quand on parle de plateforme de gestion des relations clients, quand on parle de chatbot, on peut se dire ça y est, je viens d'en prendre pour 3 ans, on lance le projet, mais on ne sait pas qui verra le bout du tunnel. Et je reviendrai également sur ce dernier point plus tard, quand on parlera vraiment de la collaboration avec les chatbots. Alors, juste pour expliquer un petit peu qui on est et ce qu'on fait, je vais positionner Dimelo dans ce concept. Donc, si ça, c'est votre entreprise, quand on parle d'une entreprise et de la relation client, on parle de tout un ensemble d'outils. Donc, on va parler évidemment de chatbot, mais on va parler également de CRM, on va parler d'outils voix, on va parler de BI ou de BPM, on va parler du site web, etc. Tout ça, c'est l'environnement de votre entreprise. Ce sont l'ensemble des outils qui représentent la relation client aujourd'hui. Et à l'extérieur de l'entreprise, on a le client. Le client qui a plusieurs identités digitales. Donc on va parler de Twitter, on va parler de Facebook, mais on va parler également d'email, de Messenger et de différents canaux digitaux. Dimelo, notre positionnement, c'est l'interface. C'est la connexion entre le client et toutes ces identités digitales et l'entreprise. On s'inscrit vraiment dans une logique d'écosystème où on va pouvoir se connecter avec tous les autres outils de la relation client de manière à vous offrir une vue 360 des problématiques de vos clients. Pour donner une overview très très rapide de ce qu'on fait, aujourd'hui, Dimelo, c'est 14,5 millions de messages traités chaque mois, plus de 1 million de problèmes résolus à travers le monde. On travaille avec plus de 200 grandes entreprises qui sont dispersées sur 52 pays différents. Voici quelques logos des entreprises avec lesquelles on travaille, notamment Bouygues Telecom, notamment Aviva, notamment Direct Energy, qui seront dans une conférence de l'autre côté du hall demain et qui partageront leur stratégie de relations clients avec vous si vous êtes là pour les écouter. Mais on travaille également avec Orange, avec AXA, on travaille dans les secteurs de l'énergie, du transport, de la banque, de l'assurance, etc. Et pour finir sur le chapitre Dimelo, en fait, pour être très très simple et très concis sur ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va permettre aux entreprises de connecter tous les canaux digitaux d'une relation client omnidigitale. Qu'on parle de messaging avec Messenger, avec Viber, avec WeChat, que l'on parle d'email, que l'on parle de réseaux sociaux, que l'on parle de in-app chat, de live chat, etc., de canaux propriétaires ou de canaux dépendants, ou même que l'on parle de chatbot, Dimelo, c'est la plateforme unique qui va permettre de connecter tous ces canaux et de répondre de manière unifiée. Pourquoi une plateforme unique? Tout simplement parce qu'avoir une plateforme unique pour tous ces agents, ça a de nombreux avantages. Le premier avantage qui est assez évident, c'est une plateforme unique, ça signifie moins de formation. Évidemment, si j'ai un seul outil pour tous mes agents, j'ai beaucoup moins de besoins en formation et en training que si j'ai 5 outils et que je dois leur apprendre à les utiliser. La deuxième raison d'avoir une plateforme unique, c'est la satisfaction client. Si j'ai une seule plateforme et que je réponds à tous les canaux via cette plateforme unique, je vais être en mesure d'offrir la même qualité de service sur tous les canaux. D'où ce que je disais précédemment, l'importance de l'omnidigital est d'offrir une expérience similaire à tous mes clients sans compter le canal utilisé. Enfin, le temps moyen de première réponse, évidemment, si je suis capable, et j'y reviendrai dans une minute, d'allouer les bons messages avec les bonnes problématiques aux bons agents, je vais être capable également de réduire mon temps de première réponse. Et enfin, je vais être capable de réduire la charge de travail simplement parce que s'il y a un seul outil, à l'inverse des silos que je présentais précédemment, avec un seul outil, je vais pouvoir lisser la charge de travail. Si j'ai beaucoup plus de messages sur Twitter que j'en ai par email, je vais pouvoir rapidement dire à mes équipes qu'il y aura plus de personnes sur Twitter que par email et changer la vapeur au moment où différents canaux ont plus d'importance que d'autres. Ce que je ne peux pas faire quand c'est siloté et quand j'ai différents outils qui s'en chargent. Alors comment ça fonctionne? Je parlais il y a une seconde d'allouer les messages de manière automatique et intelligente. Pour faire très simple, on a de l'intelligence artificielle qui fonctionne derrière et qui va faire que je vais découvrir dès le premier message que la problématique du client, c'est de la facturation, que c'est un problème technique ou bien que c'est une question sur les nouveaux produits, par exemple. En comprenant ça, en comprenant la langue, en comprenant le contexte, en comprenant le profil du client, c'est un VIP, c'est un prospect, c'est un client existant, je vais pouvoir envoyer le bon message au bon agent. Et ainsi, éviter d'avoir à transférer les messages avec la réponse typique que nous détestons tous, qui est « Désolé, ce n'est pas le bon département, on ne traite pas ce genre de problème, veuillez contacter ce numéro ». Alors là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Comment réduire la charge de travail? Comment améliorer mon FCR? Et comment éviter les questions redondantes? Donc
Donc là, vous en doutez, on va commencer à parler de chatbot. Juste avant de parler de chatbot, je vais expliquer un petit peu le terme FCR. Je ne sais pas si c'est clair avec tout le monde. Le terme FCR, c'est First Contact Resolution. En français, ce serait résolution au premier contact, ou c'est l'inverse du taux de réitération. Pour faire très simple, le FCR, c'est quoi? C'est la capacité de résoudre le problème d'un client dès la première conversation. Pourquoi c'est un KPI absolument essentiel? Parce que si je suis capable de résoudre le problème de mon client dès la première conversation, bon, de toute évidence, je vais augmenter sa satisfaction client, mais de deux, je vais réduire le volume de messages parce qu'il va me contacter une seule fois au lieu de me contacter 2, 3, 4 fois. Par conséquent, de manière mécanique, je vais réduire également la charge de travail, mais également les coûts d'opération. Et peut-être plus important, et on en parle assez rarement, je vais également pouvoir augmenter la satisfaction des employés. Pourquoi? Parce qu'en n'étant pas obligé de traiter plusieurs fois le même problème sans être capable d'apporter une réponse, ce qui est particulièrement frustrant pour le client, mais aussi pour l'agent, ne l'oublions pas, en augmentant ce taux-là, je vais pouvoir augmenter la satisfaction employée. Et les études montrent qu'une augmentation de 1 point du FCR a un impact positif sur tous ces différents KPI que je viens de mentionner à la seconde. Alors parlons de chatbot. Avant de passer la main à mon camarade, j'aimerais vous donner ma vision, la vision d'Imelo, des 3 avantages d'avoir un chatbot, les 3 raisons pour lesquelles il faudrait avoir un chatbot. La première, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus, c'est la baisse de la charge de travail. Alors, pour avoir travaillé avec des chatbots depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, on est loin de l'utopie des débuts où on se disait le chatbot, ça résout tous les problèmes, ça répond à tous les messages, ça fait le café et ça sert de micro-ondes. Aujourd'hui, on est assez clair, le chatbot, ça ne fait pas tout. Et il faut vraiment avoir une bonne compréhension des besoins de l'équipe de relations clients avant de préparer un chatbot. Mais quand on a le bon chatbot placé au bon endroit avec le bon périmètre, on va être en mesure de réduire la charge de travail. Alors ça peut être entre 10 et 30% selon ce qu'on a pu observer de notre côté. Mais 10 et 30%, c'est assez énorme. C'est-à-dire qu'il va y avoir des questions très simples, des questions redondantes, qui reviennent régulièrement de par vos clients et que le chatbot va être capable de gérer. Ça veut dire une baisse de 30% de la charge de travail pour vos agents. Le deuxième point particulièrement intéressant, c'est la récupération d'informations. Si on dit, par exemple, que 30% des messages seront traités directement par le chatbot, ça signifie qu'il reste encore 70% des messages qui ne seront pas gérés de manière autonome par le chatbot. Malgré tout, ces messages passeront par le chatbot. Et le chatbot aura une fonction dans laquelle il va être capable de récupérer de l'information, de manière à ce que quand la conversation passe à un agent humain, l'agent humain a déjà une compréhension du contexte, de la problématique, du profil du client. Donc il a toute cette information que lui ne va pas avoir besoin d'aller rechercher. Ça évite de reposer les mêmes questions au client, d'où la frustration. Et encore une fois, ça réduit de nouveau la charge de travail parce que l'agent humain est dans un contexte où il a déjà une compréhension de la problématique. Et enfin, alors là, on n'en parle quasiment jamais, de mon point de vue, le chatbot, c'est une vraie valorisation du rôle de l'agent. Alors pourquoi je dis ça? J'ai lu juste hier, je ne sais pas si vous avez reçu l'email, un email de la FRC qui partageait une étude récente qui dit que 9% des dirigeants en France aujourd'hui pensent que le chatbot va tuer l'emploi chez les agents. Et 42% sont beaucoup plus positifs et se disent que le chatbot, ça va vraiment être une révolution et que ça va avoir un impact très positif sur les agents et sur la relation client. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le chatbot n'est pas en mesure de remplacer les agents. Il y a tout un côté réconfort du client, il y a toute une partie compréhension de problèmes humains, compréhension de questions complexes que le chatbot n'est pas en mesure de gérer. Par contre, le chatbot va prendre toutes les questions redondantes, ces questions à très faible valeur ajoutée, il va pouvoir s'en occuper de manière à donner une grande valeur ajoutée à l'agent qui, au lieu de gérer les mêmes questions encore et encore et encore, va pouvoir avoir un challenge intellectuel beaucoup plus intéressant et donner plus de valeur à son travail au quotidien. Maintenant, je vais laisser la main à Pierre-Édouard Libre qui vient de Recast et qui va nous expliquer un petit peu sa vision du chatbot. Je laisse ton clicker. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Pierre-Édouard. Vous pouvez tous m'appeler PE, comme mes parents. Juste un petit slide de présentation de Recast pour ceux qui ne connaissent pas. Recast, ça a été cofondé par 4 personnes. Donc dans l'ordre, Yasmine, Julien, Patrick et Paul. Yasmine, Julien et Paul viennent de l'école 42 comme 8 autres personnes de Recast. Et Patrick est un entrepreneur aguerri. Donc ils ont cofondé Recast en septembre 2015. Donc ça fait 2 ans et demi qu'on existe. On est maintenant 25 personnes basées à Paris.
Il y a un peu plus de 80% de l'équipe qu'on va dire, qui a un background très tech ou très ingé et très maths. Et donc on vient de se faire racheter par SAP en janvier 2018, donc c'est une belle success story pour nous. Et notre métier à nous, c'est d'être spécialisé dans ce qu'on appelle le Natural Language Processing. Donc c'est une technologie qu'on appelle de compréhension de langage naturel qui permet d'extraire des informations importantes dans des phrases pour qu'après vous puissiez faire quelque chose. Et depuis 2 ans, du coup, on travaille avec un peu plus d'une vingtaine de clients. On a 3 secteurs où on est assez fort. Le premier, c'est telco. On va en parler dans quelques instants. Et après, on a pas mal d'assurances, pas mal de utilities. Et le reste, c'est un peu plus faible, on va dire. Voilà pour la présentation, en tout cas, de Recast et de l'histoire de Recast. Sur la plateforme en elle-même, donc le job de Recast, en fait, c'est de mettre à disposition des développeurs et des entreprises une plateforme, on va dire qui est adossée à 4 piliers. Le premier pilier, donc c'est le train. Le Natural Language Processing, c'est faire du machine learning adossé au langage naturel. Donc pour faire du machine learning, il faut des data et donc il faut entraîner votre bot à comprendre comment vos clients vont s'exprimer. Alors une fois qu'on a fait ça, on passe sur le deuxième outil qui s'appelle le Builder, donc le bot Builder qui permet de construire les conversations que votre chatbot va avoir avec vos clients. Donc, grosso modo, c'est juste un outil graphique de modélisation des parcours clients que vous allez avoir. Enfin, ça Julien en a parlé, c'est le connector. A priori, votre bot, il faut qu'il soit connecté à des canaux de communication, sinon vous n'allez pas pouvoir discuter avec vos clients. Et donc là, on a 2 types de canaux, on va dire les canaux frontaux avec qui vos clients vont pouvoir directement discuter. Ça peut être Messenger, ça peut être, je sais pas, alors WhatsApp, c'est pas vraiment ouvert, mais je sais pas, WeChat si vous êtes en Chine, ce genre de choses, ou un web chat sur votre site web. Et après, il y a les canaux qu'on appelle de fallback, qui sont quand le bot ne comprend pas où est-ce que j'emmène la conversation. Donc c'est là où des outils comme Dimelo interviennent, même si Dimelo peut tout faire là-dedans. Et enfin, on a le dernier outil qui s'appelle le Monitor, qui vous permet de monitorer votre bot, d'avoir des insights sur la conversation. C'est exactement la même chose qu'avoir un SEO sur votre site web. C'est si vous n'avez pas d'infos et si vous n'avez pas de données, vous n'allez pas savoir ce qui se passe et vous n'allez pas savoir l'améliorer. Donc on vous fournit cet outil qui vous permet d'obtenir des analytics sur votre conversation. Donc voilà, ça c'est la plateforme Recast. Et on dit qu'elle est collaborative parce que vous pouvez par bot ajouter des collaborateurs, travailler à plusieurs. Je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous est familier avec la plateforme GitHub, qui est une plateforme pour développeurs de partage de code. C'est très similaire. Vous pouvez dupliquer des bots, vous pouvez les mettre en public, vous pouvez réutiliser des briques existantes. Donc c'est un peu le mindset qu'il y avait derrière cette plateforme qui est très 42 comme 3 sur 4 des cofondateurs et la moitié de l'équipe maintenant. Donc pour pallier à la... Donc, on fait des bots chez Recast, en tout cas on met une plateforme à disposition des gens pour faire des chatbots. Vous pouvez faire n'importe quel type de chatbot, la technologie n'est pas limitée en termes de cas d'usage. En revanche chez Recast, nous on a décidé de se spécialiser dans le customer support parce que c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de ROI à générer et on vous en parlera après dans les 3 slides qui vont suivre, dans les slides qui vont suivre juste après. Mais du coup l'offre de Recast est centrée autour de 3 sortes de produits. Donc la première chose, c'est la technologie de Natural Language Processing ou Natural Language Understanding qui est accessible via API. Donc vous pouvez consommer pour comprendre le langage naturel. La deuxième brique, du coup, c'est cette plateforme de bout en bout qui vous permet de construire des bots de A à Z et de les déployer. Et enfin, on a une troisième solution qu'on a fait sur certains secteurs, certaines industries, où on est capable de packager des bots parce que vous allez vous exprimer pareil. Un exemple que j'aime bien donner, c'est si vous êtes dans le retail, a priori que vous soyez, je sais pas, Chanel, Amazon ou Carrefour, si vous dites il est où mon colis, vous allez le dire pareil, quoi, ça ne va pas changer. Donc c'est des cas d'usage où, en termes sémantiques, on peut packager et pré-entraîner parce que ça ne va plus jamais bouger. Et après, on va pouvoir les déployer très vite chez le client. Donc c'est des bots très simples. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de microbots ? Alors, excellente idée, Julien. Donc les microbots, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est ce que Julien expliquait. C'est un bot, on ne fait pas un Terminator ou un HAL 9000. Okay, c'est pas possible. Il y a un imaginaire genre ultra impressionnant sur c'est quoi l'intelligence artificielle, ça va nous détruire demain. Non, vous inquiétez pas, on va tous garder notre job, ça va bien se passer. J'aime bien commencer par une petite histoire de Yann Lequin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le patron en charge de l'intelligence artificielle, c'est Facebook. Il dit si vous donnez 1 milliard d'images de vers à du machine learning, le machine learning va être capable de reconnaître tous les vers de la planète. C'est génial.
C'est super top, on fait des trucs très bien. Maintenant, si vous prenez votre gamin de, je sais pas, 1 ou 2 ans, vous lui donnez un verre à pied à vin et un gobelet en plastique pour Coca ou Oasis, bah, il sait reconnaître tous les verres de la planète. Ok ? Bon, bah, ça vous donne le gap qu'on a en intelligence artificielle entre ce qu'on est capable de faire et ce que nous, humains, on attend en fait de ce que ça fait. Donc on n'est pas capable de faire des trucs monstrueux, on est capable de faire des petits trucs très bien, très précis, très chirurgicaux. Et c'est ça un bot. Donc un bot, c'est ce programme qui est représenté par ce petit robot rouge sur le slide, qui va automatiser un tout petit nombre de tâches, ok, je répète, tout petit nombre, via des canaux de messagerie, et donc automatiser une requête client. D'accord ? C'est vraiment ça. Et donc pour automatiser une requête client, bah, il va passer a priori par une compréhension de langage naturel. Donc ça peut être notre techno comme une autre, mais il faut le comprendre pour automatiser la tâche. Alors juste pour que vous ayez en tête pourquoi on parle de petits bots, je vais tout de suite arrêter le débat. On ne fait pas de bot FAQ, mauvaise idée. On ne fait pas de bot formulaire, mauvaise idée. Personne n'a envie de répondre à 50 questions pour ouvrir son compte en banque. C'est pas conversationnel, d'accord ? Tout le monde préfère avoir une feuille A4 avec une belle visibilité d'ensemble sur les questions. Pareil, FAQ, pourquoi ça ne marche pas ? Bah, si vous arrivez et que dites bonjour, je suis le bot qui peut répondre à toutes vos questions, perdu. Ça va être déceptif. Vous n'allez jamais y arriver. Alors que si vous dites bonjour, je suis le bot qui peut répondre à la question ABC et que vous comprenez les autres questions, même si vous ne le dites pas, mais qu'au moins vous les dispatchez correctement, comme Julien l'a expliqué, au bon agent, au bon call center, bah, c'est très bien. Donc, pourquoi on fait des petits bots ? Un bon bot, c'est jamais sur votre cas d'usage. D'accord ? Parce qu'a priori, si vous ne maîtrisez pas votre cas d'usage, bon, c'est pas vraiment good job, donc on va essayer d'au moins d'être bon sur la fonctionnalité principale du bot. En revanche, un très bon bot, c'est quand vous tapez à côté du cas d'usage, il vous comprend. C'est pas forcément il vous répond, c'est au moins il comprend. C'est là où on se dit ah waouh, ok, il a été plus smart que moi. Donc ici, c'est un bot qu'on a fait avec Transilien pour la SNCF. En gros, le sujet du bot, c'est je veux trouver le prochain départ à une gare. D'accord ? Donc en gros, le cas d'usage, c'est est-ce que c'est quand le prochain train qui part de, je sais pas, Wagram ? Donc ça, c'est la fonctionnalité principale. Sauf qu'après, il y a ce qu'on appelle une suite de cercles concentriques dans les bots. Le prochain cercle, c'est ce qu'on appelle le use case étendu. Donc c'est, mon train, il est en retard. Où est-ce que je peux acheter des tickets ? C'est con, hein, mais si jamais vous ne savez pas au moins comprendre ça, pas forcément y répondre, mais au moins le comprendre, votre bot, il fait un flop direct. Après, on a un troisième cercle qu'on appelle les questions défauts. C'est quoi la SNCF ? Pareil, si on ne sait pas répondre, ça va faire un peu bizarre. On va dire, ah ouais, mais quand même, il est un peu stupide ce bot. Et après, il y a le dernier cercle qu'on appelle small talk. Donc ça, c'est le truc très récurrent qui est, ça va, tu vas bien, est-ce que tu veux prendre un verre ce soir avec moi ? On a remarqué que si votre bot était une femme, il y avait 60% de flirt sur le bot. Petite anecdote. Donc voilà, donc tout ça pour que vous réalisiez que, voilà, imaginez votre cercle principal, là, c'est 40 cas d'usage. Vous faites x 40 sur les cercles autour et c'est impossible à manager et vous n'allez jamais y arriver. Okay ? Donc encore une fois, on est précis et c'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire des choses très bien. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un exemple très concret sur un telco ? Alors je vais vous donner un exemple qu'on a fait avec un telco européen. Donc, principal problème de ce telco, mais je pense que c'est assez similaire, c'est dispatch au bon call center. Vous avez des call centers qui sont spécialisés par typologie de problèmes clients. Déjà, comme l'a expliqué Julien, vous ne voulez pas dispatcher. Donc le routing était fait environ à 40% correct. Vous imaginez, ça fait une personne sur deux à qui on dit « Désolé, c'est mon copain qui va se charger de vous ». Et donc 6 mois après que le bot soit en production, on est passé à plus de 90% de routing. Je vous laisse faire les maths. On parle de millions d'euros de cost savings par an, voire dizaines de millions d'euros de cost savings par an. Ce qu'on a ensuite fait, donc vous imaginez qu'on avait ce bot-là qui fait le routing correctement. Donc c'est une sorte de SVI plutôt 10.0 que 2.0 parce qu'on est capable de comprendre quasiment tout ce qu'un client peut dire. C'est pas pour ça, encore une fois, qu'on va y répondre. Et on va du coup dispatcher au bon call, au beau centre, à la bonne team, au meilleur agent qui a le moins de temps à attendre. Et c'est là où on a besoin de s'adosser avec des outils comme Dimelo. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a verticalisé des petits cas d'usage parce que on était capable de maîtriser tout de A à Z. Et du coup, maintenant, le bot prend à sa charge 20% du total des demandes. Okay, donc, c'est énorme. Donc ça, c'est un très bon cas d'usage. Voilà, c'est loi de Pareto. On va gérer 20% des requêtes les plus courantes qui représentent 80% du volume. On va bien dispatcher et tout le monde est heureux à la fin de la journée. Juste un petit truc, encore une fois, pour que vous ayez en tête. Je rabâche ça énormément, mais vous êtes un telco.
peut-être que 5% de vos appels par an, c'est des simlocages de carte SIM. Si vous faites juste le bot qui demande un code PUC et qui va le matcher en base, c'est un truc qui se fait aller. En une semaine, on a fait ça. Vous avez supprimé 5% de vos calls. C'est suffisant. C'est très bien. Il n'y a pas besoin de vouloir avoir le bot qui est capable d'aller vendre, de démarcher, de machin. On peut faire encore une fois des trucs très précis, très bien. C'est start small. Super important. Alors là, on a parlé d'externe, on a parlé relations clients omnidigital, on a parlé résoudre les problèmes récurrents chez les clients. Le chatbot, ça peut également s'utiliser en interne. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit exemple de ce que tu ferais en interne avec un chatbot? Oui, tout à fait. Alors, il y a un cas d'usage interne qui cartonne. Enfin, il y en a deux. Il y a HR aussi, mais celui-là, je l'aime bien. C'est le Helpdesk IT. Donc, c'est un cas qu'on a fait pour une banque au Canada, une banque québécoise, faudrait dire d'ailleurs. Donc, si vous êtes une entreprise de plus de 500 personnes, je pense que 50% de vos tickets, c'est j'ai perdu mon mot de passe ou je ne sais pas imprimer. Voilà, on a juste fait ces deux questions. Pas besoin de chercher plus loin, pas besoin de vouloir tout résoudre. Et donc la petite anecdote là, c'est le bot qui s'appelle Henri. Il est super sympa, c'est le sujet favori de la machine à café depuis 1 an. Et en 7 jours seulement, véridique, on a supprimé 50% des tickets au Helpdesk IT. Okay, voilà, encore une fois, on a été très chirurgical en termes d'approche. Il n'y a pas besoin de tout vouloir faire. On peut faire 2 trucs et ça répond à 50% des problèmes. Et c'est déjà super. Parce que qu'est-ce qui se passe? Comme le disait Julien, moi j'aime beaucoup, il avait la barre au milieu de les agents sont plus contents. Bah oui, parce qu'eux, ils ne se tapent pas les demandes super reloues qu'on a toute la journée où moi intellectuellement, j'ai pas à réfléchir. En revanche, je me tape des questions très compliquées de support niveau 2, 3 ou 4 où là, mon expertise est nécessaire. Et donc à la fin de la journée, tout le monde est content. Et pour la petite anecdote, ils n'ont pas viré les gens, ils ont gardé le même nombre de personnes au Helpdesk IT. Et du coup, je crois que c'était 40 minutes en moyenne de réponse pour un agent et on est tombé à moins de 2 minutes, je crois. Donc à la fin de la journée, tout le monde est bien. Alors je vais vous présenter juste un dernier cas qui est assez rigolo. Celui-là, on peut le faire qu'en Suisse, mais c'est fun quand même. Donc en Suisse, vous pouvez changer de mutuelle qu'entre octobre et novembre. Alors ça a pour effet d'avoir 300% de demandes en plus sur votre customer support sur ces 2 mois. Et qu'est-ce que ça fait 300% de demandes en plus? Ça fait que vous embauchez 300% de personnes en plus pour subvenir aux questions. Sauf qu'en fait, les seules questions que vous avez sur ces 300%, c'est comment je résilie mon contrat, comment je souscris un nouveau contrat ou comment je modifie mon contrat. Pareil, on a fait exactement ça. On a fait un bot qui s'appelle Easy. C'est pour Groupe Mutuel. C'est une petite mutuelle suisse qui fait 5 milliards de chiffre d'affaires parce que c'est suisse. Hein. C'est assez rigolo. Et donc, on gère que ça. Et ça permet à Groupe Mutuel de ne pas avoir à embaucher 300% de personnes en plus pendant 2 mois. Imaginez, vous êtes à 100 pendant toute l'année, vous faites 600 en plus, vous avez fait quasiment 100% de personnes en plus sur l'année. C'est quand même assez embêtant. Et donc, c'est un super avantage compétitif. Donc, voilà pour les 3 use cases. Encore une fois, j'ai l'habitude de dire à nos clients, on s'en fout de votre cas d'usage. C'est pas le sujet. La question qu'on va vous poser et qui est importante que vous posiez aussi, c'est quoi le ROI que vous cherchez à atteindre à la fin de l'année? Et ça va scoper votre projet. Et parfois, on peut faire 2-3 petits trucs et ça va avoir énormément d'impact. Et encore une fois, Julien l'a bien dit, un bot, c'est un outil pragmatique. Donc, il faut qu'on soit très sharp sur notre approche. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer beaucoup de bénéfices. Alors, maintenant, parlons clairement de collaboration. Comment faire quand le chatbot arrive à ses limites? Donc, on a bien dit, il va peut-être être en mesure de gérer 30%, il reste les 70%. Qu'est-ce qui se passe derrière concrètement? Là, c'est un exemple très schématique qui vous explique comment ça marche, la collaboration Recast et Dimelo. Pour faire très simple, le chatbot a une conversation avec un être humain, avec un client. Là, on a pris Messenger, mais ça pourrait être n'importe quel autre canal. On arrive à un niveau où le chatbot perd un peu pied, il ne sait plus trop, il ne comprend plus, ou en tout cas, il a peut-être la compréhension, mais pas la réponse. Il va passer la conversation à un agent humain. L'agent humain va pouvoir continuer cette conversation, un peu comme l'anecdote que je vous donnais tout à l'heure, sans avoir besoin de changer de canal, sans avoir besoin d'interruption de la conversation. L'agent humain va être en mesure de reprendre parce qu'il a l'ensemble du contexte derrière. L'avantage d'utiliser une plateforme de gestion des interactions clients ici, c'est qu'au lieu d'avoir un agent qui sera notifié et qui devra passer sur un autre outil, il va simplement pouvoir continuer à utiliser l'outil qu'il utilisait déjà et juste avoir la conversation qui lui sera transférée de manière à la finaliser. PE, si tu peux peut-être nous expliquer juste, nous donner un cas concret d'un client que tu as eu dans les telcos également, de mise en place de ce type de schéma. Ouais, exactement. Alors ça, c'est un cas qu'on fait du coup avec Dimelo sur un cas telco, parmi d'autres. Donc on a un client qui est sur le site web de ce telco et il va aller sur le web chat pour poser une question. Alors,
Juste petite parenthèse ici, pourquoi c'est smart de commencer là et de pas commencer forcément par des canaux Messenger? Si vous êtes dans un problème de relation client, vous avez un problème, vous allez chercher le numéro du support client sur le site web. Et là, si vous avez un bot, les gens vont lui parler. Donc en fait, vous pouvez monopoliser et accaparer beaucoup de trafic en passant par le site web. Et donc c'est pour ça que ça marche très très bien. Donc le client arrive, il va exprimer sa question en langage naturel. Naturellement, le web chat, donc qui est Dimelo, va envoyer la requête du coup à Recast. Et là, il y a deux choix possibles. Donc, premier truc qui se passe, c'est déjà Recast va analyser les langages et extraire des informations, donc ce qu'on appelle des intentions et des entités. Et en fonction de si on est capable de générer une réponse, si c'est un des cas d'usage dans les 20% qu'on gère, le bot va générer sa réponse et renvoyer la réponse au client. On soulage le support client et en même temps on répond très vite H24, 7 jours sur 7, voire multilingue. Si une fois qu'on a extrait les informations, on sait qu'on n'est pas capable de répondre parce que ce n'est pas sur notre cas nominal, ce qui va se passer, c'est que Recast va notifier Dimelo. Pour cette personne, je ne connais pas la réponse, je pense que tu devrais dispatcher à telle équipe. Donc dans Dimelo, vous pouvez définir des équipes par typologie de problème. Et donc là, en gros, c'est Recast qui va faire un peu le bot dispatcher, le bot aiguilleur, en fonction de ce que lui, il a compris. Il va vous dire, je pense que c'est peut-être l'équipe facturation qui va devoir gérer ce problème. OK ? Donc voilà, c'est très simple. Et là, l'agent va du coup récupérer la conversation. Quand je dis récupérer la conversation, il va récupérer tout l'historique de la conversation. Et il faut imaginer qu'à terme, comme on est capable d'extraire des informations de la conversation, on est capable de les pusher dans Dimelo pour même aider l'agent à résoudre encore plus vite la conversation. Et c'est là toute la beauté de adosser bot et relations clients avec des agents. Alors, juste pour finir là-dessus, j'en parlais au début, ça fait un peu peur, l'intégration, le déploiement de nouvelles solutions IT, ça prend des années, c'est compliqué. Donc, on voulait vraiment finir cette présentation sur un exemple très concret de comment ça marche, mais surtout de comment on intègre tout ça. Alors, on va vous montrer une petite vidéo rapide qui ne dure pas 1 an, mais qui montre qu'on peut intégrer ces deux outils en 1 minute 45. Juste avant d'y aller, une dernière petite explication pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Chez Dimelo, on a une conviction, c'est la conviction de l'open platform. Open platform, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des API ouvertes. Pour ceux qui ne sont pas très tech, une API, c'est une porte d'entrée sur votre logiciel, une porte d'entrée sécurisée bien évidemment, à laquelle on va donner des clés à nos différents clients et utilisateurs. Nous, notre conviction, c'est que grâce à ces API, tout utilisateur, soit de manière indépendante, soit grâce à Dimelo en travaillant en collaboration, soit grâce à un intégrateur externe, chacun de nos clients va pouvoir intégrer son CRM, son chatbot, son outil BI, son BPM, etc. directement sur la plateforme pour qu'il y ait une espèce de synchronisation des données et une véritable vue à 360 degrés des problématiques clients. Donc, on va peut-être juste lancer la vidéo et puis je vais te demander si tu veux bien la commenter. Donc c'est une petite vidéo qu'on va vous montrer sur comment, quand vous êtes client de Dimelo, vous pouvez facilement intégrer un bot à votre support client. Nickel. Alors, donc c'est relativement extrêmement simple, surtout si vous êtes développeur. Donc là, vous êtes on va dire dans le front de Recast, donc sur la plateforme Recast. Vous allez pouvoir rajouter des channels de fallback. Donc ici, c'est Dimelo. Ici, il y a juste un petit descriptif de ce qu'il faut faire. Vous avez à mettre un API endpoint, c'est là où on va récupérer les messages. Et là, après, on va aller dans Dimelo. Alors, c'est un peu tech, mais bon, c'est pas si compliqué que ça. Vous allez juste récupérer justement ce dont Julien parlait, donc une clé, un identifiant API qui va permettre de nous identifier auprès de Dimelo. Donc, on va récupérer ici l'identifiant, qui est un peu le username. Et on va aller chercher après un token d'identification pour pouvoir s'identifier auprès du service. D'accord ? Donc c'est vraiment comme si vous aviez email et password. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Au moment où on va faire ça, on va du coup récupérer les informations de Dimelo. Voilà. Puis là, on va donner à Dimelo du coup l'URL de Recast pour là où on va récupérer les messages. C'est-à-dire à chaque fois où il faut que Dimelo nous envoie tous les nouveaux messages qu'il reçoit. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir retourner dans Recast. On va fermer la fenêtre d'intégration. Et donc là, vous allez voir dans les groupes, voilà, là on a loadé les groupes que vous avez créés dans Dimelo. D'accord ? Donc ici on en a 5. Et donc après ici on a 2 cas d'usage. Donc problème de SIM card et j'ai cassé mon téléphone. Et on va dire que pour ce qui est problème de SIM card, on va redispatcher vers le groupe humain. Et pour broken phone, on va rien faire, on va laisser. Donc là ici on a un client qui dit hello bot. Qu'est-ce qui se passe ? Là le bot sait répondre. Donc on va aller dans les pupitres et on va récupérer, on va voir qu'on a un nouveau message
donc dans le bot message, et que ici, le bot a répondu tout seul parce que Hello, ça fait partie d'un truc qui s'est géré, il n'y a pas besoin de dispatcher vers un agent. En revanche, ici, on va exprimer que j'ai perdu ma SIM card. Donc ça, on rentre dans un truc que le bot ne sait pas gérer et qu'on va directement dispatcher un agent. Et donc là, vous voyez que dans les nouveaux messages, moi, PE, j'ai reçu la notification qu'il fallait que je prenne en charge ce message parce que le bot ne savait pas le faire. Voilà, c'est super simple, hein. Vous voyez, là, on l'a fait, et encore, je l'ai fait lentement pour que ça se voit à la vidéo, mais on peut se faire en quelques secondes. Donc c'est vraiment très très simple de le faire. Combien de temps donc faut-il compter entre l'idée, je suis une entreprise, je me dis je veux un chatbot, et finalement, et le temps qu'il faut pour qu'il soit vraiment efficace. Et il y a, je pense aussi, tout ce qui est problème de données, parce que la qualité de la donnée doit être importante. Donc comment une entreprise peut-elle gérer toute cette qualité de données et puis récupérer les données hétérogènes? Alors c'est super bonne question. Alors ça c'est très variable justement en fonction des données qu'on a récupérées en amont. Il faut faire attention parce que les données de chat c'est pas forcément les mêmes que les données voice, donc de vos call centers, et il n'y a pas forcément les mêmes cas d'usage. Pour la petite anecdote, on a fait cet exercice avec EDF. On a récupéré les logs de LoRa et on a vu que sur LoRa, leur bot web chat, on avait 80% des gens qui demandaient à échelonner les paiements, chose qui ne vous voyez pas du tout dans le call center parce qu'en fait les gens avaient honte de demander à un autre humain ça. Donc parfois vous avez même des cas d'usage qui sont à l'opposé. Donc si vous avez des données de chat, on peut commencer par là. Sinon on va commencer avec on va dire des convictions. Et après, comme l'expliquait Julien, on va récupérer de la donnée et ça va nous servir à itérer sur le bot et sur le cas d'usage qu'on va automatiser. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Soyez pas timide, hein. S'il y a la moindre question, PE n'attend que ça, de pouvoir répondre à toutes vos interrogations, donc il faut vraiment y aller, hein. Alors je vous invite, pour tous ceux qui sont un peu trop timides pour poser leurs questions en live, on a un stand, il suffit de continuer tout droit sur la grande allée quand vous sortez et on sera enchanté de vous faire des démos, des explications, des cas concrets sur vos problématiques spécifiques et de répondre à toutes vos questions. Merci encore et un très bon appétit à tout le monde. Merci.